Alors Josiane, tu vas mieux? Bon les amis, vous avez accueilli la dernière vidéo plutôt positivement. Il y avait un ton légèrement piquant, mais c'est surtout pour montrer les limites de l'indignation via les réseaux sociaux et la comparaison et les infos pré-mâchées qui sont véhiculées tous les jours. Et je comprends qu'on puisse avoir un jugement, et heureusement, mais se projeter à la place des autres et se comparer, ça devient très vite peu pertinent. Et donc, on reste sur un sujet que je n'ai pas abordé, et vous êtes nombreux à me l'avoir fait remarquer, le travail. Ben oui, si Josiane en veut à son voisin Kevin, c'est aussi parce que elle travaille et lui non, et donc son avis, c'est une question de mérite en lien avec l'effort consenti. Mais c'est quoi le travail au fait? Mon emploi c'est mon travail, ça c'est facile. Mais par exemple, les femmes au foyer, est-ce qu'elles travaillent ou pas? Le travail domestique, du coup, quelle place on lui donne? Et si vous les faites en plus de votre travail salarié, du coup, comment vous le considérez? Ensuite, on est d'accord qu'en règle générale, les loisirs, c'est pas du travail. Mais si tu cultives ton jardin, que tu distribues, que tu échanges, que tu crées de la valeur, est-ce que c'est pas quelque part un travail? Et si tu gardes des petits-enfants, qui évitent à tes enfants de payer le nounou, est-ce que c'est pas un travail ou non? Et si j'hérite d'un pactole et que je l'investis dans l'achat d'un logement que je loue, est-ce que c'est un travail? Donc on voit déjà, c'est pas facile à limiter le travail, mais en plus la façon de le vivre et du coup le sens qu'on lui donne peut varier d'une personne à l'autre. Car comme le dit le sage Edgar Morin dans sa Grammonité, clin d'œil aux Réunionnais, le travail parcellaire soumis sans intérêt personnel n'a rien à voir avec le travail personnel d'autonomie, d'initiative. C'est parti, générique. Si on regarde l'étymologie du terme travail, ça vient du latin tripalum, la même racine que les tripes, ce qui renvoie à l'obstétrique, aux douleurs, à l'effort, mais qui aboutit à une création. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le travail a toujours eu une place aussi centrale? En tous les cas, les grandes religions, elles réprouvent toute la non-activité, la passivité appelée paresse. C'est un péché capital pour les juifs et les chrétiens, c'est haram dans l'islam et un obstacle au chemin spirituel dans l'hindouisme. C'est l'oreiller du diable selon une maxime scandinave. Il est vrai qu'une société où personne ne serait actif, elle s'effondrerait. Donc on comprend pourquoi les grandes religions anciennes le mettent au centre. Mais si certains individus s'éloignent, ne participent pas à cette activité aujourd'hui, quelle en est la raison? Donc la question centrale est, la paresse ou l'oisiveté est-elle la cause du non-travail ou est-elle la conséquence d'une expérience particulière du travail? Si on remonte dans l'histoire, l'homme chasseur-cueilleur, il est obligé de chasser pour survivre. Malgré ses capacités supérieures à d'autres espèces, les outils évolués, la maîtrise du feu, il reste vulnérable. Et les hommes doivent être polyvalents. On ne peut pas encore parler de travail. Messieurs, carpaccio de bison sur son lit de fougère. Merci. Est-ce qu'on peut avoir un peu de terre avec? Évidemment, monsieur. Lorsque l'homme se sédentarise et évolue vers des formes agricoles, il y a déjà une première division du travail, puisqu'à part celui qui cultive la terre, il en faut qui protège les champs et les récoltes des pillages, d'autres qui échangent le surplus avec les voisins, et plus les villes deviennent grandes, jusqu'aux grands empires de l'Antiquité, les Babyloniens, les Assyriens, les Égyptiens, en plus il faut calculer, créer des tâches particulières, et on voit apparaître des métiers. Mais certains peuples de l'Antiquité ne plaçaient pas le travail comme essentiel pour tout le monde, et c'est le cas en particulier des Grecs. Dans les cités de la Grèce antique, les citoyens ne travaillent pas. Ils font de la politique, ils s'intéressent à la culture, à la philosophie. Ce sont les esclaves qui travaillent pour les tâches les plus difficiles, et les métèques, donc les Grecs venant d'autres cités,
pour les tâches un peu plus nobles, les artisans et les commerçants, etc. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 80. C'est à partir du Moyen-Âge où la vie monastique devient le pivot des sociétés avec la place des ordres religieux que le travail va revêtir un caractère central. C'est inscrit dans la règle de Saint Benoît à partir du VIe siècle. La journée des moines doit être organisée autour de 3 choses. Les temps spirituels avec les messes et les liturgies, l'étude des textes bibliques et enfin le travail. Ainsi, c'est alors qu'ils seront vraiment moines lorsqu'ils vivront du travail de leurs mains à l'exemple de nos pères et des apôtres. Il commence à y avoir une bascule vers les années 1200 avec des monastères qui ne peuvent plus réguler à eux seuls une société de plus en plus fragile. Donc on va avoir 2 attitudes différentes qui s'entremêlent face aux pauvres et justement le travail sera central. On va distinguer les pauvres qui méritent d'être aidés, ceux qui sont victimes d'accidents ou de maladies, d'événements que tout le monde peut vivre, ceux-là méritent d'être secourus. Et se met en place une économie de la charité où le riche gagne sa place au paradis en aidant le pauvre. Mais au contraire, d'autres pauvres ne peuvent pas trouver de place dans la société médiévale et le servage. Alors ils se regroupent dans des forêts aux abords des grandes villes et eux, ce sont les pauvres qu'il faut réprimer, qui sont assimilés en plus à des délinquants. Beaucoup de termes d'aujourd'hui viennent de ça. Les vilains, les coquins, les gueux, tout ça c'est des termes qui étaient attribués aux pauvres qu'il fallait réprimer. Eh, dis donc, c'est Mardi Gras. Vous êtes déguisés comme au carnaval. Silence, la vilaine. Viens. Branche-la et va à ton chemin. Tu vas nous faire prendre. Oh putain, Mazette. Ouais, vous êtes des vedettes de la télé. La répression se fera parfois très dure avec les envois au bagne, mais ça c'est un peu plus tard, dans la Renaissance, sous Louis XIV. Tout ça c'est pour dire que l'avis qu'on a aujourd'hui sur les pauvres, en lien avec le travail, n'a rien de nouveau. C'est très ancré dans notre histoire et la référence majeure pour ça, c'est l'historien Michel Molin. Et quelque part, ce qu'on a vu dans l'actualité récemment, c'est-à-dire une différence de traitement entre les réfugiés d'Ukraine et les autres réfugiés, c'est pas seulement une question de racisme, même si ça existe dans le discours de certaines personnes, c'est aussi parce que c'est très ancré dans nos têtes que si quelqu'un, un pauvre, se présente à nous avec une situation dans laquelle on peut se projeter, et c'est ce qu'a dit le député, ils sont comme nous, ils ont les mêmes voitures, etc. Eh ben, on est dans la catégorie bon pauvre. Et pour les autres réfugiés, ceux qui viennent d'un pays tiers, eh ben, ils sont toujours accusés, il y a toujours le soupçon de vouloir profiter de notre sécurité sociale, notre culture, enfin voilà. Et donc on a toujours cette dichotomie-là qui s'est aussi vécue dans cet événement de l'accueil des réfugiés cette année. Ensuite, au XIXe siècle, à l'ère industrielle, tu m'étonnes que le travail y devient central. Mais au sein des mouvements révolutionnaires, il y a le gendre de Karl Marx, là, le papy derrière là sur mon tableau, qui s'appelle Paul Lafargue, qui parle d'un droit à la paresse. Ben oui, si tu considères que le travail c'est de l'exploitation, que c'est quelque chose que tu subis, t'en éloigner ou prendre de la distance avec, c'est une forme de lutte contre l'oppression. Travaillez, travaillez, prolétaires, pour agrandir la fortune sociale de vos misères individuelles. Ô paresse, prends pitié de notre longue misère. Ô paresse, mère de tes arts et des nobles vertus, sois le baume des angoisses humaines. Bon, après le communisme soviétique qui va valoriser le stakhanoviste, un ouvrier qui aurait pu extraire 102 tonnes de charbon en 6 heures, soit 14 fois le quota des autres mineurs, eh ben, le communisme en a fait un objet de propagande, donc on était loin de l'idée que le travail serait aliénant. Mais à force de lutte sociale et de développement de la société de consommation à partir de l'après-guerre, on conçoit le travail aussi comme un épanouissement. Et aujourd'hui, surtout comme un épanouissement. Et ça, c'est un grand changement. C'est ce à quoi chacun aspire. C'est une des normes de notre société aujourd'hui. Le travail n'est qu'un instrument pour arriver au but de la vie qui est le bonheur.
et on peut changer de travail plusieurs fois dans notre vie. Il y a un mouvement actuellement aux États-Unis qui est un peu suivi aussi en France, même s'il est un peu moins massif, le Big Quit. Baptiste, pourquoi parle-t-on de grande démission ? Eh bien, c'est un mouvement qui vient des États-Unis. L'année dernière, en 2021, 48 millions d'Américains ont démissionné, un tiers de la population active américaine, ce qu'un universitaire américain a appelé The Great Resignation ou The Big Quit, comprenez donc la grande démission. Le mouvement a touché tous les secteurs aux États-Unis et les Américains démissionnaires, pour beaucoup, se sont filmés lorsque justement ils démissionnaient. Regardez. This is it. My last day teaching. I just put in my resignation. My name is Shauna. I fucking quit. I quit. Hey, John. I quit. Maria, stop. Et donc, ce mouvement serait arrivé en France ? Oui, les experts en tout cas observent des signes notables. Un chiffre entre janvier et mars 2022, 469 600 Français ont quitté leur CDI. C'est 20,4% de plus qu'au dernier trimestre 2019, avant la crise et la pandémie. Il y a un article de mon journal local qui met en avant comme raison exprimée par ces démissionnaires des salaires trop bas par rapport à l'effort demandé, des managements défaillants, des situations d'ennui, une perte de sens. Mais ça, vous allez me dire, il faut pouvoir démissionner, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Pour des personnes très précaires, souvent, il n'y a pas le choix. Sans travail, pas de revenus, donc faute de s'y épanouir, on s'épanouit dans un autre domaine ou on s'accroche à d'autres espoirs. Ou bien encore, on renonce. C'est peut-être ça parfois la paresse et l'oisiveté. Observez qui occupe en majorité les travaux pénibles, les agents d'entretien dans les hôtels ou les toilettes publiques, les employés de restauration rapide. Les postes les plus mal payés sont souvent des personnes étrangères qui n'ont pas le choix de travailler car pas de droit aux aides sociales et un besoin aussi parfois d'envoyer de l'argent à la famille restée au pays. Ou bien parfois des étudiants qui n'ont pas les parents et qui aspirent à aller vers un travail gratifiant plus tard. Ou encore des femmes qui font en général les travaux les plus ingrats avec des conditions les plus précaires. Et du coup, le droit à un travail de qualité, le fait de chercher autre chose que juste le travail comme une fin, mais surtout comme un moyen, on a tendance à le reprocher. En gros, la norme c'est, si tu as les moyens, épanouis-toi dans le travail tout en produisant, et si tu n'en as pas les moyens, contente-toi de travailler quand même. Donc, on est souvent plus dur avec les autres qu'on ne le serait avec soi-même dans une situation semblable. Donc, on a déjà des expériences différentes du travail en fonction de notre possibilité d'accéder à un travail épanouissant ou non. En plus, en fonction en partie de ton entourage social, mais aussi de ta capacité à te projeter, de ton parcours scolaire, on n'est pas tous égaux devant le travail. On a aujourd'hui un paradoxe que relève la sociologue Dominique Méda. Les politiques de l'emploi menées depuis une trentaine d'années en France apparaissent a posteriori comme particulièrement indifférentes, voire parfois en complète contradiction avec l'attention portée à l'activité, au sens et à la qualité du travail. Il faut vraiment qu'on ait en tête que le travail, c'est pas l'emploi. Le chômage, c'est l'absence d'emploi, mais c'est pas forcément l'absence de travail. Je vous donne un exemple tiré du livre d'un ami sur les seniors de la rue, un ami qui est décédé en 2019, ça me permet de lui rendre hommage, Lionel Saporiti. Donc ces hommes qui ont des expériences de manche dans la rue et que vous croisez parfois, il en a interrogé une dizaine, plusieurs fois, donc c'est des biographies sur un temps long. Et il s'avère que plus de la moitié de ces hommes disent, sans se connaître, qu'ils travaillent alors qu'ils n'ont pas d'emploi. Il y en a un qui aide les gens à se garer sur un parking en échange d'un peu d'argent. Et donc il dit qu'il surveille, etc. les véhicules. Il y en a un autre qui discute avec des jeunes qui sont un peu désorientés dans une rue. Un autre encore qui aide les gens un peu fragiles à monter dans une boulangerie, qui fait la manche devant une boulangerie. Voilà. Donc toutes ces personnes, elles disent qu'elles travaillent. Ça nous montre quelque chose. Le travail, c'est d'abord un sens qu'on donne à une activité. Et c'est une norme même pour quelqu'un qui est sans abri et qui fait la manche. Ça rend son activité moins indigne, moins dévalorisante, ça lui donne une place. Donc le travail,
c'est une norme sociale et elle répond à 5 fonctions selon Marie Jahoda qui a écrit l'ouvrage Les chômeurs de Marienthal avec Paul Lazarsfeld et Hans Zeissel. Alors c'est le Marienthal en Autriche et pas en Alsace. Il date de 1933 ce bouquin, mais les principaux constats, ils restent d'actualité. La structuration temporelle, c'est le premier aspect. Le travail nous met dans des horaires, ça nous aide à percevoir le temps. D'où son intérêt aussi pour les seigneurs de la rue de lutter contre l'indignité en gardant un rythme qui les accroche à la vie normale. Donc Jahoda, elle dit ça, déliés de leur travail, sans contact avec le monde extérieur, les travailleurs ont perdu toute possibilité matérielle et psychologique d'utiliser ce temps. N'ayant plus à se hâter, ils entreprennent plus rien non plus et glissent doucement d'une vie réglée à une existence vide et sans contrainte. Donc une des clés par rapport à cette question du travail et de l'oisiveté, c'est une question de rythme. Comment apprendre ou réapprendre le rythme nécessaire pour pouvoir occuper un emploi. Mais au contraire de ces paresseux, on a aussi le cas du burn-out, donc des gens qui travaillent trop, qui n'ont plus de temps pour autre chose. Donc cette temporalité du travail, elle est nécessaire, mais elle demande aussi à rester dans un certain équilibre. Le deuxième aspect, ce sont les contacts sociaux en dehors de la famille. Ben oui, c'est pour beaucoup d'entre nous le travail, le deuxième cercle de socialisation. On a des interactions quotidiennes en dehors de chez nous, on peut avoir de l'aide en cas de coup dur, on peut avoir d'autres opportunités professionnelles par l'intermédiaire de collègues, les afterworks, les moments de convivialité en dehors du travail avec des collègues, donc tout ça, ça participe. Et en être exclu, ça a tendance à nous isoler. La honte de revoir les autres, si on est au chômage, le sentiment de ne plus faire partie de l'équipe, ça nous invite à penser aussi le monde du travail comme difficile d'accès pour les gens très timides. Et j'en ai accompagné un paquet dans ma carrière de travailleur social. Leur problème, c'est pas l'envie, c'est la peur des autres, de l'inconnu, de mal faire. Le sentiment finalement que ce monde du travail est hostile, même si le travail en soi, c'est un souhait. Donc le travail nous donne donc un certain lien social que certains de nos concitoyens ont des difficultés à rejoindre. Le troisième aspect, c'est que le travail nous développe individuellement, car nous développons des compétences. Même dans un travail non épanouissant, quel que soit le travail qu'on fait, on utilise des aptitudes physiques, intellectuelles, sociales, organisationnelles, qu'on améliore et qu'on peut utiliser ensuite dans d'autres domaines. Mais ça ne se fait pas seul, on a du mal à s'en rendre compte en soi-même, les compétences qu'on acquiert. C'est pour ça que ça doit être accompagné. La dynamique pour être dans un lien travail, elle tient donc aussi au fait qu'on arrive à se situer dans une évolution par l'intermédiaire d'interlocuteurs qui nous font des retours. Et si on fait une activité mais qu'on a l'impression d'immobilisme, que les actions qu'on pose ne servent à rien, il y a un risque de démotivation. Donc voilà aussi une piste pour nos paresseux, comment rendre le travail attractif au-delà de la seule question financière. Le quatrième point, c'est qu'il y a aussi l'aspect de l'identité sociale que nous apporte le travail. Et là, je laisse parler l'auteur. Le travail est un moyen de se rendre intéressant, d'exister devant les autres, pour les autres, d'accéder en un mot à une forme d'existence sociale. Ben oui, quand vous rencontrez quelqu'un, la première question que vous posez, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Donc, c'est un élément essentiel de l'identité individuelle, et cette identité, elle se construit autour du travail en partie. Ça me permet de glisser un concept. Alors, on parle souvent de la stigmatisation des chômeurs dans les médias, etc. Donc, le terme au départ, il vient d'un sociologue, Erving Goffman, mais il est utilisé un peu n'importe comment par les médias et les politiques. Alors, je vais utiliser un autre concept proche de Howard Becker, l'étiquetage. C'est facile à imaginer. C'est quand de l'extérieur, on colle une étiquette sur quelqu'un et qu'on le réduit à un aspect de sa vie. Et c'est exactement ce que fait Josiane avec Kevin dans ma dernière vidéo. Ça veut dire que les individus sont influencés par la manière dont on les classe socialement. Et les personnes sont tentées d'adopter le comportement et de se reconnaître dans cette identité. C'est ce qui se passe avec les chômeurs paresseux. À force de les montrer du doigt, de les considérer comme des sous-citoyens, et même Marx, il parlait de lumpenprolétariat, le prolétariat en haillons, et les personnes se définissent comme telles, et c'est plus difficile de changer.
Et ça va même jusqu'aux discours qu'ils peuvent tenir eux-mêmes pour se conformer à l'étiquetage. C'est pour ça que vous pouvez avoir de nombreux exemples de personnes qui vont vous dire, vous affirmer les yeux dans les yeux, qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner de chercher un emploi. Et c'est pour ça que le regard que porte Josiane sur Kevin, il influence en partie le comportement de Kevin, parce qu'il ne peut pas rejoindre le monde de Josiane, il ne serait pas le bienvenu. C'est ce que dit Marie Jaoda. Ils perdent apparemment peu à peu la conscience d'avoir une profession et se vivent désormais comme membres de la catégorie du chômeur. Enfin, le dernier aspect, c'est la flexibilité psychique. Le travail nous pousse à sortir de notre zone de confort. Quand on perd le travail ou qu'on ne l'a pas connu depuis longtemps, eh ben c'est ça qu'on a du mal à faire perdurer. Et c'est ça en gros qu'on reproche aux chômeurs paresseux, c'est de rester dans le confort. Donc ce fait de se désintéresser de tout ce qui est autour, c'est plutôt une conséquence du chômage qu'une cause pour répondre à ma question de départ. On résume. Si aujourd'hui il y a un certain chômeur qui a du mal à trouver un emploi, voilà 5 raisons. Ils n'ont pas le rythme de vie nécessaire, la temporalité pour s'inscrire dans le travail salarié. Ils n'ont pas ou peu de liens sociaux avec des personnes ou groupes qui font partie du monde du travail. L'activité n'est pas perçue comme épanouissante ou encourageante, du coup plutôt vécue comme aliénante. L'étiquetage enferme dans un statut de chômeur qu'il est difficile de quitter. Et les personnes ont du mal à sortir de leur zone de confort, à s'éprouver face aux difficultés, ont l'habitude plutôt de les éviter, donc on peut se poser la question des solutions possibles. Alors je ne développe pas la question macroéconomique, qu'il y a plus de chômeurs que d'offres à Pôle emploi et que beaucoup d'emplois demandent des qualifications minimales que les demandeurs n'ont pas et qu'en plus il y a un lien entre le chômage et la lutte contre l'inflation, tout ça je le laisse à d'autres. Moi, je reste sur la dimension plus micro-sociale de lutte contre l'exclusion du monde du travail que vivent un certain nombre de concitoyens et des moyens d'y parvenir sans recourir aux solutions qui sont souvent proposées, c'est-à-dire on va les forcer en coupant les allocations, parce que ça, tout le monde, c'est facile. Voilà. Regardons par exemple ce qui se fait de bien avec l'exemple des territoires zéro chômeur de longue durée. Il y a d'autres dispositifs du même type autour des entreprises d'insertion par l'activité économique, notamment d'Emmaüs, mais je vais rester sur cet exemple-là. Une petite vidéo pour vous donner une petite idée. C'est un projet de société qui prétend détruire la privation d'emploi. Quand on voit tous les besoins de la société, le travail ne peut pas manquer. Il y a toujours plus de travail à faire qu'il n'y a de gens disponibles. Il y a des gens, il y a du boulot et il y a de l'argent. On va aller à la rencontre des personnes, identifier avec elles leurs compétences en leur demandant qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce que vous êtes prêt à apprendre. Je ne savais pas que j'étais commerciale, je ne savais pas que j'allais conduire un camion, je ne savais pas que j'aurais pu faire la petite vendeuse et écouter les clients. Ça nous motive parce qu'en fait, on crée le début du travail. Je suis responsable du site de la Pourchassais à Pipriac. La Pourchassais, c'est une ancienne ferme que nous avons transformée en petite entreprise. On a commencé de rien et de nous-mêmes, les locaux ont été faits de nos mains. On a des solutions qui sont définies à un niveau local, qui sont définies par les acteurs locaux, par les personnes privées d'emploi elles-mêmes. Et donc on ne fait pas pour quelqu'un, on fait avec les personnes. On prend le coût du chômage longue durée, c'est-à-dire un peu plus de 40 milliards d'euros par an pour l'État et les collectivités territoriales. Et bien quand on ramène ce coût aux personnes, c'est environ 18 000 euros par an et par personne. Et de l'autre côté, eh bien, il y a le coût d'un emploi. Le coût d'un SMIC en France, toute cotisation comprise, cotisation salariale et patronale, c'est environ 20 000 euros. Donc on prend les 18 000, on active cette dépense passive et on finance un emploi dans le territoire. C'est ce qu'on appelle l'activation des dépenses passives. Ce que je relève, c'est que ces entreprises, elles visent d'abord à résoudre certaines conséquences du chômage qu'on a vu avant. Le travail dans ces entreprises, il est considéré comme étant un droit et non comme un devoir. Et du coup, il faut qu'il soit un minimum motivant. Ensuite, l'emploi, via le contrat de travail, il précède la tâche. Donc il n'y a pas de gouffre entre les compétences demandées et la qualification des chômeurs. Le rythme aussi, il peut être adapté via le temps choisi.
Et ensuite, la formation, elle permet aux salariés de se situer dans un parcours. Donc la dynamique partenariale autour des entreprises à but d'emploi, elle permet ensuite la montée en compétences et l'accès à un emploi dans une entreprise classique. Cette initiative, elle grandit et l'objectif, c'est de la généraliser partout en 2026. Mais bien sûr, il y a aussi des limites. Des limites déjà macroéconomiques, mais aussi des choses que relève la DARES, la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Notamment le critère de ne pas faire de concurrence, ça limite la capacité de s'agrandir, même sur des territoires ruraux. Une autre limite, c'est que ces entreprises, même si elles sont à but d'emploi, elles doivent dégager des bénéfices, faut donc exiger une certaine rentabilité qui peut entrer en contradiction avec l'adaptabilité aux salariés que revendiquent les territoires zéro chômeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas le travail comme quelque chose de séparé, où il faudrait être prêt pour pouvoir y accéder. On le voit comme participant de l'inclusion globale de la personne. Et en ça, le travail, c'est, comme le fait remarquer un ami suite à la dernière vidéo, une question de solidarité. Même si ça ne résout pas tout, ces initiatives vont dans le bon sens. Voilà, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à lâcher un like, à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.